Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Novo Nordisk? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner précédemment. Et je rappelle ici que ceci est une demande d'un abonné Top Premium. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que la promotion sur le Top Premium Plus qui inclut 14 formations en supplément du Top Premium ici est en... Enfin, la promotion se termine en date d'aujourd'hui, le 10 du mois de novembre. Donc, sur Novo Nordisk, on en a parlé dernièrement. Pour moi, entre Novo Nordisk et Eli Lilly, on avait tendance, je pense, Novo Nordisk offrait plus une opportunité d'investissement à cette période-là. Enfin, opportunité quand on compare les deux, hein, parce que personnellement, je reste à l'écart. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir, parce qu'elle connaît, voilà, elle va connaître à peu près une croissance accélérée sur les mois à venir. On ne va pas revenir sur les médicaments en question. Comme je dis toujours ici, le médicament en question, Ozempic, Wegovy, enfin, ce genre de choses-là. Allez-y, regardez la taille du marché. Combien est-ce que ça coûte? Est-ce que les assurances remboursent ce médicament-là? Parce que quand on regarde le prix de ces médicaments, posez-vous la question, qui va payer pour ces médicaments au cas où les assurances ne remboursent pas? Est-ce que les consommateurs moyens ont les moyens de le faire? Un médicament qui coûte à peu près 5 000 $ ici pour une utilisation de 3 mois ou bien ça revient beaucoup à la fin de l'année. Donc il faut généralement savoir combien ça coûte mensuellement ou bien annuellement ou bien pour la période ici d'utilisation. Voilà, pour ceux qui veulent maigrir, parce que c'est surtout pour ça. D'accord, c'est d'abord à la base un médicament pour le diabète, mais également pour ceux qui veulent maigrir. Enfin, ils ont une variante présentement. Donc, c'est bien de regarder la taille du marché, mais surtout, c'est également mieux de regarder la taille du marché en complément ici de qui va payer pour le produit, qui va rembourser le produit. Si les assurances se remboursent, tant mieux, mais il me semble que ce n'est pas le cas. C'est de moins en moins le cas. Les assurances refusent de plus en plus de rembourser tout ce qui concerne ici les médicaments liés à l'obésité, donc liés ici à enfin, je ne dirais pas à la réduction de l'obésité, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK, donc ces médicaments miracles-là qui permettent de maigrir, donc on va dire ici que les compagnies d'assurance refusent de plus en plus de rembourser. Et s'ils refusent de rembourser, ça peut avoir un impact sur le ralentissement, sur la croissance des bénéfices ou bien des revenus. Impact ne veut pas dire forcément qu'on aura une décroissance. Enfin, techniquement, un ralentissement de la croissance, on va le dire comme ça. Au lieu d'avoir du 40%, on va peut-être avoir du 20%. Tout simplement parce qu'avant, compagnie d'assurance remboursait. Maintenant, c'est nous-mêmes qui devons payer. Et donc, ça reste parfois ici une consommation, disons, discrétionnaire. D'accord? Parce que si vous le prenez, c'est juste pour c'est juste pour un certain esthétisme, on va le dire comme ça. Je ne dis pas que l'obésité n'est pas un problème, mais il y a toujours des alternatives qui coûtent peut-être moins cher, comme la diète, le sport, etc. OK? Sur Novo Nordisk, très souvent, on va se dire, on ne veut pas rater, on va souvent être... on veut souvent ici, le sentiment du FOMO peut exister. OK? Le sentiment du FOMO peut exister. Donc, on a tendance ici à se dire qu'on va rater le train, etc. Dites-vous une chose. Hein. Et alors? Et alors? OK? C'était peut-être le même sentiment que quelqu'un qui investit quelqu'un qui regardait cette compagnie à ce niveau s'y avait. Pourtant, il a eu l'occasion de l'acheter à ce niveau. Tôt ou tard, le marché vous donnera des opportunités d'investissement. Tôt ou tard. Ça ne monte pas en ligne droite. Ce genre de courbe-là, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre. Je ne sais pas si ça va descendre l'année prochaine ou l'année prochaine. Et en réalité, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est combien est-ce que moi, je suis prêt à payer. Et si l'entreprise a les capacités de garder à peu près le même niveau de bénéfice net dans le temps. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir d'avoir des comptes prévisions de 19 $ l'action. Mais est-ce que ce 19 $ l'action, là, il y a de fortes chances que je les ai sur les 10, 20, 30 prochaines années? Vu l'historique de cette compagnie, on peut se dire oui. Mais voilà, c'est également des questions à se poser.
D'accord? Donc, si moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas encore ancré sur cette compagnie-ci, ne soyez pas pressé de le faire non plus. Et si vous choisissez de le faire, considérez que la somme que vous allez mettre présentement, voilà, c'est de la spéculation pure et simple. Parce que là, on est à 40 fois les bénéfices. Après, si on prend en considération la croissance pour 2025, et encore, ça se limite uniquement en 2025, c'est un business qui va avoir tendance, vu la hype, il y a de fortes chances qu'on s'échange à plus de 25 fois les bénéfices. D'accord? Moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Donc, si on se fie à la hype, ici, on se dira même que le prix actuel même est correct. On paye 25 fois les bénéfices de 2025. Et il y a de grandes chances que qu'ils arrivent à livrer à peu près 26 $ 30 par action. Sinon, peut-être plus. OK? Donc, il faut toujours garder également que s'il y a un léger ralentissement, il peut y avoir un problème ici au niveau, je ne sais pas moi, de la production. Et on a une baisse ici qu'on n'avait pas anticipée. De toute façon, vous ne pouvez même pas anticiper les baisses. Mais vous pouvez savoir à peu près quel est le rendement que vous recherchez. Ici, aujourd'hui, on ne va pas mettre une grosse partie de son portefeuille. D'accord? En tout cas, je ne vous donne aucun conseil. Vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, gardez toujours les pieds sur terre. D'accord? C'est une belle entreprise qui a un produit très demandé au point où il y a des pénuries. OK? Donc, elle peut même augmenter le prix. D'accord? Mais voilà. Ce n'est pas pour autant que vous devez vous précipiter pour également essayer de gagner quelque chose au-dessus. D'accord? Je reviens donc à l'évaluation ici. Parce que de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Donc, je fais juste le tour d'horizon ici, comme d'habitude. La première chose qu'on regarde quand on veut analyser une compagnie, c'est le revenu. Stabilité, croissance. On a une croissance des revenus. Maintenant, vous devez aller regarder pourquoi. Nous avons vu que c'est une compagnie pharmaceutique. Donc, on va vérifier quels sont les blockbusters présents, quels sont les médicaments qui nous font gagner de l'argent présentement et quelle est la durée des brevets. Ainsi que le pipeline de médicaments en cours de développement. Surtout les médicaments qui sont en phase 3. Parce que phase 1, 2, en 3, on va se dire ici qu'il y a de grandes chances que ce médicament-là soit disponible bientôt. D'accord? Ensuite, on regarde la marge brute. La marge brute ici, à près de 84%, on a même tendance à l'augmenter très très bien. La marge EBITDA maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une marge EBITDA qui augmente continuellement. Par rapport à la marge brute, vous constatez ici que la marge brute, si on prend les 10 dernières années, donc on a plutôt une stabilité. La marge EBITDA, c'est déjà une bonne chose, près de 46%. Enfin, quand je dis par rapport à la marge, il faut toujours comparer par rapport à la marge brute ici, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Ici, on pourrait se dire qu'on a une réduction, mais quand on prend la marge EBITDA, on est au moins on a quelque chose de stable. Donc, c'est assez correct. On est à peu près à 46%. Donc, quand on va comparer maintenant les net income et les free cash flow, qu'est-ce qu'on a? On a ici les free cash flow et les net income qui vont dans le même sens avec des free cash flow qui sont généralement plus élevés que ça. Donc, c'est parfait. Peut-être qu'ici, les marges nettes pourraient représenter ça pourrait donner une bonne information par rapport à la rentabilité à la rentabilité en pourcentage de ce business-ci. OK? Mais on constate ici que les free cash flow sont généralement plus élevés. Ici, on est à peu près à près de 35%, très très bien. OK? Maintenant, je vais également aller regarder les net income. Excusez-moi, pas le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou il diminue? Ligne droite vers le bas. J'adore ça. Ils rachètent massivement leurs actions chaque année. Donc, ce qui veut dire que votre retour sur actionnaire est plus élevé que le 1% ici. D'accord? Le plus important, c'est que quand une entreprise rachète ses actions, il faut toujours poser la question à savoir, est-ce qu'il surpaye pour ces actions-là? Ou bien, parce que parfois, c'est mieux de redistribuer un dividende que de racheter les actions. OK? Donc, on va peut-être questionner ici, voilà, la politique d'allocation du capital. Mais il me semble que c'est le dividende actuel ici, le rachat d'actions ici est totalement justifié. OK? Donc, on peut voir ici, chez All the Yield, on l'a, mais bon, on va revenir ici. Maintenant, on l'a mis dans le plus plan. Maintenant, il faut le payer pour avoir cette information. Ce n'est pas plus grave que ça. Alors, on continue. Maintenant, on va regarder le niveau d'endettement. Dette nette élevée. Dette nette sur EBITDA, on est à 0. Il n'y a presque pas de dette. On regarde la dette nette en termes de volume. Qu'est-ce qu'on a? On a du cash net positif. Et attention, ça, c'est en monnaie... c'est quoi? C'est danoise. OK? Donc, c'est en couronne danoise ici. Donc, on a moins 21 milliards. D'accord? Donc, ils ont du cash net. OK? Et il y a de fortes chances qu'ils continuent à en avoir. Maintenant, si cette compagnie m'intéresse, combien est-ce que je serais prêt à payer? Comme je vous l'ai dit, les attentes sont très élevées sur cette compagnie. Très, très élevées d'ailleurs.
Aujourd'hui, au prix actuel, il faut déjà vous dire que j'aurai un raisonnement qui sera biaisé parce que je n'ai pas tendance à acheter ce type d'entreprise à ce prix-là, mais je sais qu'on peut avoir une croissance très élevée pendant très longtemps. OK? Donc, il ne faut pas l'oublier. Les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens. Et ici, les net income sont des net income ajustés, donc qui vont ressembler jamais ici au free cash flow. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? En tout cas, pour le moment, oui. D'accord? Sur les 10 dernières années, ils ne se sont jamais trompés. OK? Avec plus ou moins une marge d'erreur de 20%. Ensuite, on va regarder ici les attentes futures. Donc, essayons de faire un tout petit peu une estimation en prenant la croissance estimée dans le futur. Et je rappelle ici une chose. On va déjà le voir ici. Les estimations changent. Il y a 6 mois, on s'attendait à 23 dollars. 23, c'est ça? 23 couronnes danoises d'ici 2025. Aujourd'hui, on s'attend à 26 couronnes danoises. On est de plus en plus optimiste. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, ça peut également changer. Il y a 3 mois, c'était 24. Là, on est à 26. Donc, ça augmente. Tant mieux. Mais n'oubliez pas que ça reste une estimation. OK? Et si on la prend ici, vous voyez que les analystes s'attendent à une croissance. Si je prends l'estimation ici des analystes, on s'attend à peu près à une croissance de 22% jusqu'en 2028. C'est un chiffre rond. Hein? Laissez-moi vous dire que ça sera impossible de l'avoir. Soit on aura plus, soit on aura moins. Entre les deux. OK? Donc, ce qui devrait nous intéresser, c'est la taille du marché. Comment est-ce qu'on va distribuer ce produit-là? D'accord? Et au niveau ici des compagnies d'assurance, comment ça se passe? Est-ce qu'elles remboursent? Voilà ce genre de questions-là. OK? Donc, si je paye cette compagnie-ci à 25 fois les bénéfices et qu'elle arrive à réaliser à peu près 47,75 couronnes danoises d'ici 2028, par rapport au prix actuel, je m'attends à un rendement moyen aux alentours de 11%. D'accord? 11% si je prends en considération, sans prendre en considération le dividende, et en prenant en considération le dividende réinvestissant les taxes, bien sûr, on est à 12,55%. De toutes les façons, que ce soit 11% ou 12,55%, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Mais tout dépend de la croissance. Tout dépend de la croissance. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, si je l'achète aujourd'hui à un prix qui n'implique pas la croissance, c'est combien? Le prix qui n'implique pas la croissance aujourd'hui à 25 fois les bénéfices, bien sûr, c'est 459 couronnes danoises. Mais nous, on regarde déjà les bénéfices de l'année prochaine. Donc, on sera à 555. Et si vous la payez à 695, en fait, vous extrapolez déjà pour 2025. Et tant mieux si la croissance continue. Parce que vous avez vu ici que les bénéfices nets par action augmentent de plus en plus. OK? Les estimations augmentent de plus en plus. Ça peut être une bonne chose. Mais là, présentement, on est à des niveaux qui me mettent de plus en plus mal à l'aise. Ça serait difficile pour moi de dire ici que c'est une compagnie qui est surévaluée. Non. Pas du tout. Tout va se situer au niveau de la taille du marché. Les différents compétiteurs ici, la façon dont on distribue le produit. Et à partir de là, on pourra peut-être... la façon dont également le produit est remboursé, hormis également le coût, sans compter les différents potentiels compétiteurs, ceux qui n'ont pas encore, qui travaillent également sur les mêmes principes, sur le même type de médicaments ici, mais qui n'ont pas encore sorti le lot ou bien qui n'ont pas encore reçu l'approbation. On va regarder tout cela. Et il faut également faire attention à une compagnie qui dépend énormément d'un seul médicament, ou bien de 2. Ça peut être le Dupixent de Sanofi ici, c'est bien, c'est un avantage comme un inconvénient. Dans tous les cas de figure, faites attention. Soyez prudents sur cette compagnie. Je ne pourrais pas dire qu'elle est surévaluée. Non, pas du tout. Il ne faut pas juste regarder les 40 fois les bénéfices de quoi? Des 12 derniers mois. Et là, on paye pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on est à 30 fois les bénéfices. Enfin, si je prends le 24, donc si on prend 695 divisé par 22,24, on arrive à peu près on est à 31 fois les bénéfices. Et par rapport à 2025, on est presque aux alentours ici des 25 fois les bénéfices, presque aux alentours. OK? Donc, on ne surpaye peut-être pas. Et la croissance ne va pas s'arrêter en 2025. OK? Donc, il faut faire attention quand on regarde ce genre de compagnie-là. Donc, moi, je ne pourrais pas dire que c'est une compagnie qui est surévaluée. Vu le niveau de croissance actuel, ça peut être justifié. OK? Maintenant, à vous de voir si vous voulez payer ce niveau de prix-là. Moi, je ne paye pas ce genre de prix. Tout simplement parce que j'aimerais avoir une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. C'est comme du Alphabet ici.
OK? C'est une compagnie de croissance, ça reste une compagnie de croissance, mais on me l'a proposé à un prix qui n'impliquait pas la croissance. Donc, on m'a demandé de payer moins de 20 fois les bénéfices ou moins de 25 fois les bénéfices actuels. Le reste, c'est que du bonus. Pourtant, si je paye en date d'aujourd'hui, je paye à 22 fois les bénéfices, 23 fois les bénéfices actuels. Et par rapport à l'année prochaine, ça représente à peu près peut-être moins que ça. Donc, actuellement, on s'attend à 6,7. Donc, prenons le 130 divisé par 6,7. Donc, par rapport à 2024, c'est 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, celui qui paye 23 fois aujourd'hui, c'est par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois. Mais par rapport aux bénéfices de 2024, potentiel, il paye à peu près 19 points, à peu près 20 fois les bénéfices. Et ça a tendance également à fluctuer. D'accord? Si on prend en considération, je sais que ce n'est pas une vidéo sur Google, mais juste pour vous montrer qu'il faut souvent faire attention aux estimations. Ça change. OK? Donc, il faut se concentrer sur la qualité du business. Il y a 6 mois, on était à 7,46 $. Aujourd'hui, on est à 7,79 $ pour 2025. Pour 2026, on était à 6,39 $. Aujourd'hui, on est à 6,69 $. Très, très bien, n'est-ce pas? Mais ça peut également changer très rapidement. Il y a de fortes chances qu'en 2022, qu'on ait eu des prévisions qui étaient de moins en moins élevées. Donc, l'estimation ici, ça dépend des analyses. C'est la raison pour laquelle il faut déjà se demander si l'entreprise a les capacités de maintenir les mêmes bénéfices nets générés précédemment, le même niveau en termes de volume, ou bien en termes de free cash flow, volume de bénéfices nets, volume de free cash flow, OK, avant de se projeter dans le futur. D'accord? C'est une marge de sécurité supplémentaire. Dans tous les cas de figure, sur ce business de Novo Nordisk, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls et faites-vous votre propre avis. Sur le plan quantitatif, je pourrais à la limite dire que c'est correctement évalué vu les attentes. OK? Vu le volume de croissance ici, ça pourrait être justifié. Mais est-ce que ça m'intéresse personnellement? Non. Je n'ai pas le cœur à ça et je préfère rater cette opportunité entre parenthèses. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, c'est la dernière journée pour profiter de l'offre sur le service Top Premium Plus. Le lien est dans la description de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur cette page-là, n'oubliez pas de vous abonner également à la Top Newsletter où on partage généralement des analyses sectorielles. Et il y a de grandes chances qu'on partage des analyses sectorielles sur le segment pharmaceutique ici. Qu'est-ce qui se passe? Certainement, on parle beaucoup d'Ozempic de tout ce qui concerne Ozempic, Wegovy, etc. dans ce secteur-là en date d'aujourd'hui. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir en commentaire ici qu'est-ce que vous pensez du Novo Nordisk. Est-ce que vous l'avez? À quel prix vous l'avez ici? Et voilà, quels sont vos objectifs par exemple de prix? OK? Et pour tous ceux qui ont du Google, faites-le moi savoir également en commentaire. Merci.